Mon mari a annoncé qu'il me quittait pour ma propre demi-heure, juste devant moi et nos 3 enfants. 8 mois plus tard, il l'épousait. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table ce soir-là et a dit « Ne rends pas Hamoche ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Au lieu de cela, j'ai passé un seul coup de téléphone. Et au moment où ils ont franchi cette porte tous les deux, main dans la main comme s'ils venaient de gagner quelque chose, je savais déjà que leur avenir ensemble ne serait pas celui qu'ils imaginaient. Je m'appelle Amberly Winslow et, pendant Yi mutant, j'ai cru que ma famille était la seule chose dans ma vie qui ne pourrait jamais m'être enlevée. J'avais tort, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre, parce que ce qui s'est passé dans mon salon ce soir-là n'était pas la fin de mon histoire. Qu'était le début de la leur qui s'effondrait, pièce par pièce, exactement comme il le méritait. Je dois vous ramener au début, car rien de tout cela n'a de sens si vous ne comprenez pas comment Sage et moi sommes devenus sûrs au départ. Nous ne sommes pas nés ainsi. Mon père, Ander, a épousé sa mère, Céleste, quand j'avais 5 ans et Sage me vit, mutant. Je me souviens du mariage comme si c'était hier. Une petite cérémonie dans le jardin, des guirlandes lumineuses, et Sage dans une robe jaune elle détestait parce qu'elle voulait porter du noir, ce qui, pensait-elle, la faisait paraître plus vieille. Dès le premier jour, Sage avait cette façon de se positionner comme la personne intéressante, la dramatique, celle à qui les gens prêtaient attention. J était la belle fille tranquille qui faisait ses devoirs et aidait à mettre la table. Elle était celle qui pleurait le plus fort, riait le plus bruyamment et finissait toujours par se retrouver au centre de chaque photographie. Je ne dis pas cela avec amertume. Pendant longtemps, je l'ai aimée comme on aime une sûre que l'on n'a pas choisie, mais avec qui on a grandi malgré tout. Nous partagions une salle de bain, nous nous disputions pour des vêtements, et nous nous couvrions l'une l'autre lorsque nous faisions le mur à l'adolescence. Quand j'ai rencontré Layam lors de ma 2e année d'université, Sage a été la première personne que j'ai appelée. Elle a poussé des cris de joie au téléphone et m'a dit qu'il avait l'air parfait pour moi. Elle était à mon mariage, debout juste à côté de moi, dans une robe vert pâle, tamponnant ses yeux pendant les vues et disant à tout le monde, après coup, qu'elle n'avait jamais vu 2 personnes aussi assorties. Elle m'a tenu la main dans la chambre d'hôpital à la naissance de Chaz, et encore 2 ans plus tard, quand les jumelles, Lyra et Ara, sont venues au monde en hurlant assez fort pour réveiller toute la maternité. Elle passait avec des plats cuisinés pendant Juxicurius, semaine épuisante de nouveau-né, pliait les minuscules bodies pendant que je dormais. Aimé a dit plus d'une fois que regarder Layam avec nos enfants lui faisait croire que les hommes bons existaient encore. Pendant des années, j'ai considéré Sage comme l'une des personnes les plus stables de ma vie, alors même que sa propre vie ne cessait de s'écrouler autour d'elle. Mon père plaisantait en disant que Sage collectionnait les commencements comme d'autres collectionnent les souvenirs. Brillants, excitants, puis finalement poussés au fond d'un tiroir et oubliés. Enfant, c'était elle qui m'avait convaincu de sécher les cours pour un concert à 2 états de là. Elle qui persuadait nos parents de nous accorder un couvre-feu plus tardif en mon nom parce qu'elle savait exactement quels arguments fonctionnaient avec eux. Je l'adorais pour cela. Je n'avais jamais envisagé que la même agitation qui la rendait amusante durant notre jeunesse puisse, des années plus tard, la rendre impossible à vivre au quotidien. Avec le recul, je peux voir les fissures qui ont toujours été là, de légères fractures capillaires que j'avais choisi de ne pas examiner de trop près. Sage ne semblait jamais rester nulle part longtemps, ni dans ses emplois, ni dans les villes, et certainement pas dans ses mariages. Son premier mariage a eu lieu rapidement, juste après l'université, avec un homme nommé Démon qui l'adorait complètement. Cela a duré à peine 2 ans avant qu'elle ne demande le divorce, disant à notre famille qu'il avait cessé de grandir avec excès. Son 2e mariage est arrivé 4 ans plus tard avec un homme rencontré lors d'un voyage d'affaires, et celui-là n'a même pas duré un mois. Les 2 fois, elle a débarqué sur le pas de ma porte avec des valises et une histoire sur la façon dont elle avait été incomprise. Et les 2 fois, je l'ai laissée rester avec nous le temps qu'elle se remette sur pied. Layam ne s'y est jamais opposé. Il l'enlaçait à son arrivée, lui disait que notre maison était aussi la sienne, et l'aidait à monter ses sacs dans la chambre d'amis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde.
Les années entre la naissance des jumelles et ce dernier dîner d'anniversaire furent, à bien des égards, de bonnes années. Layam travaillait dans les ventes régionales, ce qui signifiait des périodes de voyage suivies de semaines à la maison où ils investissaient pleinement pour être présents. Entra dans l'équipe de baseball de Chad, construisant avec les jumelles un fort de couverture élaboré qui occupait la moitié de notre salon pendant tout un été et apprenant à tresser les cheveux, mal mais avec enthousiasme, parce que Lyra le lui demandait. Je travaillais régulièrement comme coordinatrice de projet, fière de la carrière que j'avais bâtie tout en réussissant à être à la maison pour le dîner presque tous les soirs. Nous étions une famille parfaite. Nous nous disputions parfois pour l'argent, pour savoir à qui était le tour de gérer les horaires de ramassage scolaire et pour les frictions ordinaires qui surviennent lorsqu'on élève 3 jeunes enfants sous le même toit. Mais, au fond, je croyais que nous étions solides. Je croyais que les fondations étaient réelles. Je veux être honnête sur un point, car cette histoire ne fonctionne que si je le suis. Il y a eu de petits moments au fil des ans que j'ai balayés d'un revers de main parce que je ne voulais pas croire qu'ils signifiaient quelque chose. La façon dont Layam riait un peu trop facilement aux blagues de Sage. La façon dont il se souvenait de détails sur sa vie que je ne lui avais pas racontés. La façon dont elle posait sa main sur son épaule, un battement de trop lorsqu'elle disait « bonne nuit ». Je me disais que j'étais paranoïaque, qu'une femme qui a déjà été trompée commence à voir des ombres là où il n'y en a pas. Je n'avais jamais été trompée, mais un instinct en moi tenait malgré tout un registre silencieux, additionnant les petites choses que je ne pouvais pas encore nommer. La dernière fois que le mariage de Sage s'est terminé, environ 8 mois avant que tout n'éclate, elle a de nouveau emménagé chez nous le temps de trouver une solution. Cette fois, quelque chose semblait différent. Même si je n'aurais pas pu dire quoi, elle est restée plus longtemps que d'habitude. Elle a commencé à aller à la salle de sport avec Layam le matin. Elle a commencé à préparer le dîner certains soirs avant que je ne rentre du travail, prétendant qu'elle voulait simplement aider puisqu'elle ne payait pas de loyer. Je me disais que je devrais être reconnaissante. Au lieu de cela, j'ai commencé à moins bien dormir. J'ai commencé à remarquer à quel point le téléphone de Liam était souvent posé face contre table sur le comptoir. J'y ai commencé à remarquer à quel point la maison semblait silencieuse quand ils étaient tous les deux dans une pièce et que j'y entrais. J'en ai parlé une fois à ma meilleure amie, Joséphine, autour d'un café un mardi matin dont je me souviens encore clairement. Je lui ai dit que je me sentais ridicule de le dire à voix haute, que je n'avais aucune preuve, juste un sentiment dont je ne pouvais me défaire. Joséphine ne m'était pas dit que j'imaginais des choses, et elle ne m'était pas dit que j'avais raison non plus. Elle m'a juste serré la main et a dit quelque chose que je porte en moi depuis lors. Une femme n'a pas besoin de preuves pour commencer à se protéger. Seulement d'une raison d'être prudente. Cette conversation est restée en moi plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je n'ai jamais confronté l'un ou l'autre directement, pas au début. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. Discrètement, sans le dire à personne, j'ai pris rendez-vous avec une avocate en droit de la famille nommée Vivian Roswell, une femme qu'un collègue avait recommandée des années plus tôt, juste au cas où. Je me disais que ce n'était qu'une précaution, que j'étais excessivement prudente comme je l'avais toujours été. Vivian May a posé beaucoup de questions ce jour-là sur nos finances, sur la maison et sur les noms figurant sur les documents. Il s'est avéré que cela comptait plus que je ne l'aurais jamais imaginé. La maison dans laquelle nous vivions May était revenue par la succession de ma mère 2 ans avant que Liam et moi ne nous marions, et je n'avais jamais ajouté son nom au titre de propriété, principalement par habitude plutôt que par un plan délibéré. Vivian May a expliqué que, parce que j'en avais hérité avant le mariage et que je n'avais jamais ajouté Layam à l'acte, j'avais de solides arguments pour qu'elle soit traitée comme un bien propre, bien qu'elle ait pris soin de me dire que rien n'était garanti. Des éléments tels que le mélange des fonds ou l'argent dépensé pour la maison pendant le mariage pouvaient compliquer cette réclamation, et cela dépendrait ultimement de la manière dont nos finances avaient été réellement gérées au fil des ans. Elle a également expliqué à quoi ressemblerait une séparation légale de nos comptes joints si cela devait arriver, et a aidé à comprendre, en termes clairs, de quels documents j'aurais besoin si je devais agir rapidement pour me protéger, moi et les enfants.
et quitté son bureau ce jour-là en me sentant stupide d'y être allée. J'ai gardé les documents quand même, rangés dans un dossier au fond d'un tiroir en me disant que je n'en aurais probablement jamais besoin. 6 mois plus tard, le soir de notre 11e anniversaire de mariage, j'en ai eu besoin. J'avais prévu un dîner tranquille à la maison. Rien d'extravagant, juste nous 5 et un repas fait maison. Parce que Liam avait dit qu'il voulait quelque chose de simple cette année-là. Sage vivait toujours avec nous à l'époque, et elle a proposé de m'aider à cuisiner, ce qui aurait semblé gentil mais qui, au contraire, met à nouer l'estomac d'une manière que je n'ai pas examinée de trop près. Chaz a mis la table sans qu'on le lui demande, fier de lui comme un enfant de 8 ans peut l'être pour de petites responsabilités. Lyra et Ara, 6 ans et inséparables, se sont disputés pour savoir qui aurait le droit d'allumer les bougies. Une tâche qu'aucune des deux n'était réellement autorisée à faire, ce qui a abouti à la négociation habituelle pour savoir qui pourrait les souffler à la place. Le dîner a commencé assez normalement. Liam apportait un toast à nos mouilles mutants, et je me souviens avoir pensé, même à ce moment-là, à quel point il était étrange que ses yeux ne croisent pas tout à fait les miens quand il l'a dit. À la moitié du repas, il a posé sa fourchette, mais à regarder avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, quelque chose entre la culpabilité et le soulagement, et a dit qu'il devait me dire quelque chose. Ma première pensée, de manière absurde, fut qu'il avait perdu son emploi. Je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Il a dit qu'il était amoureux de Sage. Heureusement, il a dit que cela se construisait depuis longtemps, plus longtemps que l'un ou l'autre ne l'avait voulu. Il a dit qu'il voulait le divorce et qu'il voulait, avec Sage, être honnête avec tout le monde plutôt que de continuer à vivre un mensonge. Les enfants se sont figés. La fourchette de Chaz a heurté son assiette. Lyra a commencé à pleurer avant même de comprendre ce qui se passait, comme le font les jeunes enfants lorsqu'ils sentent la température d'une pièce changer. Sage est restée assise là, à côté de lui, sans même sourciller, et quand je me suis tournée vers elle, lui demandant silencieusement de me dire que était une sorte de blague horrible, elle a tendu la main sur la table, a touché la mienne et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais de ma vie. Ne rends pas à moche. Je voudrais vous dire que j'ai hurlé. Je voudrais vous dire que j'ai jeté quelque chose, que j'ai sangloté, que j'ai exigé des réponses devant mes enfants comme les séries télévisées nous disent que les femmes trahies sont censées le faire. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi est devenu très calme et très lucide, de la même façon que l'eau immobilise juste avant de geler. J'y ai regardé mes 3 enfants. J'ai vu Chaz attirer ses sœurs vers lui comme s'il comprenait déjà qu'il devait les protéger, et je me suis levée de table sans élever la voix. J'y ai dit à Liam et à Sage qu'ils pouvaient partir. J'ai dit que je ne ferais pas de scène devant les enfants. Et puis, je suis allée dans l'autre pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un coup de fil. Ce n'était pas à une amie. Ce n'était pas à mon père. C'était à Vivian Roswell. J'avais gardé son numéro enregistré pendant 6 mois, espérant à moitié ne jamais m'en servir. Ce soir-là, je l'ai utilisé. En moins de 4 minutes, j'ai confirmé exactement ce qu'ULM avait déjà dit lors de notre premier rendez-vous, que le titre de propriété et la chronologie me donnaient une position de force concernant la maison, et que nous devions agir avec excès prudence mais rapidité pour nous assurer qu'il en reste ainsi. Je lui ai demandé de commencer le processus de séparation formelle de nos comptes joints dès le lendemain matin, avant que l'un d'eux n'ait la possibilité de déplacer de l'argent. Je lui ai demandé de quels documents j'avais besoin pour protéger la garde principale, étant donné que j'avais été la principale dispensatrice de soins aux enfants pendant des années alors que Liam voyageait pour son travail. Au moment où j'ai raccroché, Liam et Sage étaient déjà à l'étage en train de faire un sac, se dépêchant, comme les gens se dépêchent quand ils pensent être enfin libres. Ils ont franchi cette porte dans l'heure qui a suivi, la main de Sage dans celle de Liam, tous deux rayonnant pratiquement du soulagement de ceux qui croient s'être échappés de quelque chose. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'ils ne s'étaient échappés de rien. Ils avaient marché directement vers les conséquences que j'avais discrètement préparées sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive pendant 6 mois. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus dures de ma vie, et je ne prétendrai pas le contraire pour le plaisir d'une histoire bien rangée. J'avais 3 enfants à qui expliquer cela, 3 enfants qui se réveillaient certains matins en demandant pourquoi papa n'était pas à la maison
Et pourquoi tante Sage n'y était pas non plus? Chaz, étant plus âgé, comprenait plus de choses que je ne l'aurais souhaité. Il m'a demandé une fois, très doucement, si c'était de sa faute d'une manière ou d'une autre, et cela m'a brisé le séhur de devoir lui expliquer avec tendresse et de manière répétée que ce n'était pas le cas. Lyra et Ara étaient plus jeunes, et leur chagrin s'exprimait de manière détournée par des crises de colonne-l'air, des cauchemars et un besoin soudain de dormir dans mon lit presque chaque nuit. Je les ai soutenus, tous les trois, et je ne me suis pas effondrée parce que je comprenais, quelque part sous l'épuisement, qu'ils avaient besoin de voir que notre famille, même brisée, tenait toujours debout. Durant Juxicubé, premières semaines éprouvantes, c'est et Joséphine qui se présentaient presque tous les soirs avec un des nerfs qu'elle n'avait pas demandé la permission d'apporter, qui s'asseyait par terre dans ma cuisine avec moi à minuit plus d'une fois, alors que je fixais le vide en essayant de me rappeler comment respirer normalement. Elle ne m'a jamais dit ce que je devais ressentir. Elle a simplement continué à être présente, ce qui, il s'est avéré, était exactement ce dont j'avais le plus besoin. L'adaptation des enfants s'est faite par vagues auxquelles je n'étais pas préparée. Chaz a commencé à poser des questions pratiques, du genre de celles qui me disaient qu'il essayait de contrôler quelque chose dans un monde devenu soudainement imprévisible, où il dormirait quelle nuit, s'il jouerait toujours dans son équipe de baseball et si ses sûr allait bien. J'ai répondu à chaque question aussi honnêtement que possible, même quand la réponse honnête était simplement que je ne le savais pas encore. Lyra a commencé à dessiner des images de notre famille avec un vide étrange là où son père se tenait autrefois. Et il a fallu des mois de conversations douces et patientes, ainsi que quelques séances avec un conseiller spécialisé pour les enfants de divorcés, avant que Juzihibautsus dessin ne recommence à paraître complet. La plus calme des jumelles, Ara, a cessé d'en parler presque entièrement, ce qui m'inquiétait plus que les larmes de sa sœur, jusqu'à ce qu'une nuit elle se blottisse sur mes genoux et dise simplement que le bruit de notre maison lui manquait. Je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit qu'il y aurait de nouveau du bruit. Cela a pris du temps, mais j'avais raison. La procédure judiciaire a avancé comme Juxihibegut chose avance réellement. C'est-à-dire lentement, méthodiquement, et sans le moment dramatique unique que promet la télévision. Vivian a déposé les documents arguant que la maison devait rester mon bien propre et, après avoir examiné le titre de propriété et nos relevés financiers, l'avocat de Liam a choisi de ne pas contester, puisque la chronologie et la documentation lui laissaient peu de marge de manœuvre. Les comptes joints ont été partagés en fonction de ce qui avait été réellement contribué par chacun de nous, vérifié par le processus d'examen standard de la banque, ce qui a pris la majeure partie de 2 mois et a révélé quelque chose que je n'attendais pas. Liam avait, au cours de l'année précédente, retiré discrètement des sommes plus importantes que d'habitude pour les transférer sur un compte que Sage avait ouvert à son propre nom, de l'argent qu'il a prétendu plus tard être destiné à l'aider à se remettre sur pied lors de son divorce le plus récent. L'examen de la banque a signalé cette anomalie. Et bien que rien dans cette affaire ne relève du pénal, cela a signifié que lorsque nos finances ont été démêlées, une partie importante de ce qui aurait d'aller au fonds d'études de nos enfants avait déjà discrètement disparu au nom de Sage, des mois avant le dîner d'anniversaire qui a mis fin à mon mariage. Vivian a expliqué les conclusions ligne par ligne, patiemment, comme elle avait expliqué tout le reste. Je me souviens d'être assise dans son bureau, me sentant moins en colonne l'air que prévu et plus étrangement validée, comme si une partie de moi, calme et vigilante, avait su depuis le début que le registre que je tenais dans ma tête n'était pas de la paranoïa après tout. Nous avons travaillé ensemble au cours des semaines suivantes pour récupérer ce que nous pouvions raisonnablement, principalement en ajustant la division des actifs matrimoniaux restants pour tenir compte de ceux qui avaient déjà quitté le foyer. Un processus que l'avocat de Liam n'a pas combattu aussi durement que je l'aurais cru, peut-être parce que Liam lui-même avait hâte, à ce moment-là, de simplement passer à autre chose. La garde a été réglée d'une manière qui donnait l'impression, pour la première fois depuis des semaines, que le monde avait encore un peu de justice. Parce que j'avais été la principale dispensatrice de soins aux enfants pendant des années, et parce que Liam avait volontairement quitté le foyer pour emménager avec Sage quelques jours après notre séparation, le tribunal m'a accordé la garde principale avec un calendrier parental structuré pour Liam. Ce n'était pas une punition. C'était simplement le reflet de la vie que nous menions réellement,
officialisé sur papier. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle le reste de notre famille élargie a commencé à reconstituer la vérité sur le passé de Sage. Mon père, dévasté et furieux à parts égales, a commencé à poser des questions sur ses 2 précédents mariages que personne n'avait jamais vraiment examinés de trop près. Démon, son premier mari, a contacté mon père des mois plus tard, presque en s'excusant, pour dire qu'il avait toujours soupçonné qu'il y avait quelqu'un d'autre vers la fin de leur mariage, mais qu'il n'avait jamais eu d'éléments assez solides pour le dire à voix haute jusqu'à ce qu'il apprenne ce qui m'est était arrivé. Son second mariage était plus trouble. Personne ne pouvait pointer une seule raison claire à sa fin, seulement un sentiment général de la part des quelques personnes restées proches de Xé était ex-mari. Sage était devenue distante et inaccessible au cours des derniers mois. Le même retrait silencieux qui semblait précéder toutes ses fins, qu'il y eût un autre homme soit impliqué ou non. Ma famille, qui avait passé des années à faire de la place pour Sage à chaque table de fête, a commencé à serrer les coudes de toute façon, moins parce que chaque détail était confirmé que parce que le schéma lui-même était enfin devenu impossible à ignorer. Céleste, sa propre mère, m'a appelé en pleurant, s'excusant pour une fille qui, elle, disait ne plus reconnaître rien. Mon père a cessé de parler entièrement à Sage. Ce n'était pas dramatique. Était juste un retrait lent et constant de la confiance qu'elle avait passé des années à emprunter. Ce premier Thanksgiving après le divorce a appris presque tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont le reste de la famille voyait désormais les choses. Mon père recevait, comme il le faisait toujours, et pour la première fois en plus de 10 ans, Sage n'était pas à table. Personne n'a fait d'annonce officielle à ce sujet. Elle n'a simplement pas été invitée et personne n'a demandé pourquoi, car tout le monde avait déjà compris. Céleste est venue seule, plus calme que d'habitude, et a remercié en privé dans la cuisine de l'accueillir encore malgré tout, comme si je pouvais un jour tenir une mère pour responsable des choix d'une fille adulte. Était une fête étrange, douce amère, pleine de cette douleur particulière d'une famille qui se remodèle autour d'une absence que tout le monde a choisie ensemble. Liam et Sage se sont mariés 8 mois après la finalisation du divorce lors d'une petite cérémonie au tribunal dont je n'ai entendu parler que par ricochet via Chaz, qui avait surpris son père au téléphone. Pendant un temps, d'après le peu qui me parvenait par les week-ends des enfants chez lui, les choses semblaient se passer assez joyeusement. Je me disais que cela ne m'importait plus. Et était en grande partie vrai. Étais occupé à reconstruire une vie qui me ressemblait enfin. Plus divisée en 3 à essayer de contenter tout le monde. Je me suis consacrée aux enfants, à un travail que j'avais négligé et à une sorte de paix tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était presque exactement 1 an et demi plus tard quand Chaz est rentré d'un week-end avec son père et a mentionné en passant que Sage avait été très en colonne-l'air à cause de l'argent pendant toute la visite. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance sur le moment. Les enfants mentionnent des choses sans en comprendre le poids, mais au fil des mois suivants, les visites ont commencé à changer par petites touches. Liam semblait plus fatigué. Il a commencé à venir chercher les enfants dans une voiture plus vieille. Il a mentionné une fois, avec le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas trop en dire, que les choses avec Sage étaient devenues compliquées. Céleste a dit à mon père, et mon père a fini par me dire que les premiers mois du mariage de Liam et Sage avaient véritablement semblé heureux de l'extérieur. Il y avait des voyages, des sorties au restaurant et des photos d'eux que Sage publiait avec des légendes sur le fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. Mais Céleste a aussi dit qu'au cours de la première année, elle avait commencé à remarquer la même tension sourde dans la voix de sa fille qui avait précédé ses 2 précédents divorces. Une agitation que Sage décrivait toujours comme le fait de se sentir à l'étroit dans ce qui elle possédait alors, comme si le mariage était une paire de chaussures qui s'usait simplement avec l'usage plutôt que quelque chose que 2 personnes construisent et entretiennent ensemble. Ce que j'ai fini par apprendre, principalement par mon père, qui avait maintenu une relation tendue mais continue avec Céleste, et que le schéma de Sage n'avait pas changé du tout. Elle avait, au cours de leur mariage, déplacé une part importante de l'argent que Liam avait autrefois détourné de notre famille vers des comptes à son propre nom, présentant cela comme des économies pour leur avenir. Elle s'était également, selon Céleste, rapprochée d'un partenaire commercial de Liam pendant une période où il voyageait pour le travail. Le même dénouement silencieux qui était arrivé maintenant à lui.
Quand Liam l'a finalement découvert et l'a confronté, Sage ne s'est pas excusée. Elle lui aurait dit quelque chose de très proche de ce qu'Elmé avait dit lors de ce dîner d'anniversaire, qu'il ne devrait pas rendre les choses moches, que les gens changent et que c'était simplement ainsi que la vie fonctionnait. Elle a demandé le divorce dans le mois qui a suivi, son 3e, et au moment où il a été finalisé, elle était repartie avec une part substantielle de ce qui restait de ses économies, protégée par un accord que Liam avait signé au début de leur mariage, à l'époque où il croyait encore, comme moi autrefois, que la confiance n'avait pas besoin d'être écrite pour être réelle. Chaz, qui était alors assez vieux pour remarquer plus de choses que ses 2 parents ne le réalisaient probablement, a mentionné une fois que son père avait semblé différent pendant cette dernière période. Plus silencieux au dîner, plus lent à rire, ce genre de fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. Je n'ai pas demandé à Chaz de m'en dire plus, car je n'ai jamais voulu que mes enfants se sentent comme des messagers entre 2 foyers. Mais j'ai compris, de la manière prudente dont les enfants en révèlent plus qu'ils ne le pensent, que ce que Liam voyait dans ce mariage l'avait usé d'une manière que notre mariage n'avait jamais faite, même au pire moment. Liam m'a contacté environ 4 mois après la finalisation de son divorce avec Sage. Il a demandé si nous pouvions parler, juste tous les deux, sans les enfants. J'ai accepté, principalement parce que je croyais, et crois toujours, qu'une relation de coparentalité saine compte plus que les vieilles blessures. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et il avait l'air différent de mes souvenirs. Plus mince, plus effacé, l'assurance facile qu'il affichait autrefois remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait gâché, qu'il avait passé la dernière année et demie à regarder quelqu'un le traiter exactement de la même manière que nous nous étions autrefois promis, ensemble, de ne jamais nous traiter. Il a dit qu'il comprenait si je ne lui pardonnais jamais, mais qu'il avait besoin de le dire. Il a demandé doucement, presque comme une pensée après coup, s'il y avait une chance pour nous, un jour, de recommencer. Je l'ai regardé poser cette question, cet homme aux côtés duquel j'avais autrefois construit toute une vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas de la colonne l'air, pas même l'ancien chagrin, mais une sorte de certitude calme qui m'était surprise par sa solidité. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, pas là, dans ce café entouré d'inconnus. Je lui ai dit la vérité aussi doucement et clairement que possible. Je lui ai dit que le pardon, le vrai pardon, n'était pas quelque chose que je lui devais simplement parce que son second choix l'avait blessé de la même manière que son premier choix m'avait blessé. Je lui ai dit que j'espérais qu'il avait appris quelque chose de réel, quelque chose qui ferait de lui un meilleur père pour nos enfants, car c'était la seule partie de tout cela qui nous liait encore. Mais je lui ai dit que la version de la confiance qu'il me demandait de reconstruire était morte à cette table, devant nos enfants, le soir où il avait décidé qu'une femme qui avait déjà brisé 2 mariages valait plus que celui qu'il avait construit avec moi. Je lui ai dit que je lui souhaitais la paix. Je le pensais, mais je ne serais pas l'endroit où il viendrait la chercher. Il a hoché la tête et, pour la première fois depuis que je le connais, il n'a pas discuté. Il a simplement dit qu'il comprenait et m'a remercié d'avoir été honnête avec lui. Il y a eu un long silence entre nous après cela. Le genre de silence qui autrefois aurait été inconfortable et qui semblait maintenant juste honnête. Il a demandé, presque avec hésitation, si je pensais qu'il était un mauvais père, et je lui ai dit non sans aucune hésitation, que quoi qu'il se soit brisé entre nous, les enfants s'illuminaient toujours chaque fois qu'ils le voyaient, et que cela comptait plus que tout ce que lui et moi avions perdu. Nous avons fini notre café en parlant prudemment des horaires scolaires des enfants, de la saison de baseball à venir pour Chaz et de son intérêt soudain pour la peinture. C'était étrangement la première conversation véritablement paisible que nous ayons eue depuis des années. J'ai repris la route cet après-midi-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis longtemps. Non pas parce que j'avais récupéré quoi que ce soit, mais parce que je comprenais enfin que je n'en avais pas besoin. Il y a une sorte de calme particulier qui s'installe dans une maison lorsqu'elle cesse enfin d'attendre que quelque chose tourne mal. Ce n'est pas arrivé d'un coup, qui est venu progressivement par de petits moments ordinaires. La première nuit où les 3 enfants ont dormi d'une traite sans que personne ne se réveille en pleurant.
La première fois que Chaz a ri au Denner sans jeter un regard circulaire pour vérifier s'il en avait le droit. Le premier dimanche matin où je me suis réveillée et où j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Liam ou à Sage du tout, jusqu'à ce que cette pensée elle-même me les rappelle. Joséphine l'a remarqué avant moi. Elle m'a dit un soir, en me regardant rire de quelque chose qu'Ara avait dit, que je ressemblais de nouveau à moi-même d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais effacée jusqu'à ce qu'elle souligne que j'étais revenue. Cela fait presque 2 ans maintenant depuis ce dîner d'anniversaire. Chaz a musquillant. Il est vif et posé, toujours un peu protecteur envers ses sœurs d'une manière qui me brise le sec et me rend fière à la fois. Lyra et Ara ont 8 ans, de nouveau bruyantes et joyeuses d'une manière qui a pris du temps à revenir, mais qui est revenue pleinement. La résilience des enfants nous surprend souvent si on leur donne un terrain assez stable sur lequel se tenir. J'ai gardé la maison. J'ai reconstitué les économies lentement, méthodiquement, de la même manière patiente que Vivian May avait autrefois enseigné pour les protéger. J'ai regardé Sage, qui a passé des années à croire que les fondations des autres étaient simplement siennes à emprunter, finir sans rien de stable sur quoi appuyer elle-même. 3 mariages derrière elle et pas plus proche de ce qui elle poursuivait au départ. J'ai entendu dire indirectement et sans grand intérêt qu'elle avait déménagé dans un autre état, recommandant une fois de plus là où personne ne connaissait encore son manège. Une partie de moi se demandait autrefois si elle finirait par s'arrêter assez longtemps pour comprendre pourquoi chaque fondation elle construisait s'effondrait sous ses pieds. J'ai arrêté de me le demander. Ce n'était pas à moi de trouver la réponse. Mon père, dans les années tranquilles qui ont suivi, est devenu plus proche de ses petits-enfants que je pense qu'il ne l'avait prévu lui-même. Il assiste aux matchs de Chaz sans faute, apprend aux jumelles des jeux de cartes à la table de la cuisine les dimanches après-midi. Et jamais une seule fois durant tout ce temps, il n'a mentionné le nom de Sage devant eux de lui-même. Céleste m'appelle encore de temps en temps, doucement, avec précaution. Et j'ai fini par comprendre que le chagrin face à ce qu'un enfant devient est une douleur sourde et particulière, une douleur pour laquelle j'essaie de garder de la place, même si la fille en question est la raison pour laquelle la mienne est arrivée. Je ne pense plus à cette nuit-là avec Colonner, pas vraiment. J'y pense comme au moment où j'ai appris que la chose la plus forte que j'ai jamais faite n'était pas l'appel téléphonique lui-même. C'était de rester assez calme, au pire moment de ma vie, pour protéger les personnes qui avaient réellement besoin d'être protégées. Sage m'avait dit de ne pas rendre à moche. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis juste assurée que quoi qu'il arrive ensuite, mes enfants et moi serions sur un terrain solide, peu importe qui franchirait cette porte pour s'en aller. Si vous avez déjà resté calme au moment même où votre monde s'effondrait juste pour protéger ceux qui avaient besoin de vous, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez comment vous avez trouvé cette force dans les commentaires.